Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture, comme je l'ai fait les 2 années passées. C'est une vidéo où je vais vous parler de tous les livres que j'ai pu lire pendant l'année 2023, en partant de ceux auxquels j'ai mis 5 étoiles pour descendre jusqu'à ceux où j'ai mis 1 étoile, sachant que je crois qu'il n'y en a pas dans 1 étoile parce que je suis très bon public en général. Alors cette vidéo risque de manquer un peu de spontanéité, sachant que c'est la 2e fois que je la tourne. La première fois, suite à une mauvaise éjection de ma carte SD, tous les fichiers ont disparu. Autant vous dire que c'est un régal aujourd'hui de retourner 4 heures de vidéos qui parlent de livres de manière approximative. Et c'est pourquoi je compte vraiment sur vous pour la regarder jusqu'au bout et pour surtout me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est le truc qui me fait le plus chaud au cœur, c'est les commentaires. Ok, j'aimerais commencer cette vidéo par vous dire que je ne la fais pas pour me vanter du nombre de livres que je lis ou pour vous juger si vous ne lisez pas. Je sais que ça peut être un peu intimidant comme forme de vidéo, mais moi je me suis remise à lire le jour où j'ai lâché toute exigence élitiste autour de la lecture, c'est-à-dire le jour où je me suis dit je ne suis pas obligée de lire des trucs intelligents, je ne suis pas obligée de finir un livre, personne ne peut me dire quoi lire, je ne suis pas obligée de lire, je peux lire si ça me fait envie. Ben tout d'un coup la lecture est devenue quelque chose de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus plaisant. C'est le seul conseil que j'ai envie de vous dire, c'est lisez si ça vous rend heureux, et si jamais c'est une souffrance de lire, et ben il faut arrêter, il n'y a aucune obligation. J'aimerais rappeler que cette vision de la lecture comme quelque chose qui fait de vous un être intelligent ou plus cultivé que les autres, c'est une vision assez classiste et assez validiste. Donc ne vous sentez pas mal si vous ne lisez pas beaucoup. En plus, généralement, vous lisez beaucoup plus que ce que vous pensez parce que la lecture, c'est quelque chose de très vaste. Lire des scans de manga en ligne, ça compte comme de la lecture. Lire des articles de presse, ça compte aussi. Et dans une certaine mesure, même lire des posts Instagram, ça compte comme de la lecture. Donc vraiment pas de pression. Par rapport aux années précédentes, je vais faire tout mon bilan sur une seule vidéo qui sera assez longue, mais que vous pouvez écouter plutôt que de regarder, puisqu'il se passera pas grand chose à l'écran. Maintenant que vous avez admiré ce sublime maquillage, il va pas y avoir grand chose de plus à découvrir, si ce n'est parfois des couvertures de livres, donc n'hésitez pas à faire autre chose en écoutant cette longue vidéo. Et du coup, le fait que ça soit en une seule vidéo, ça veut dire que je vais mélanger des essais, la poésie, les écrits de fiction et les bandes dessinées. Et finalement, c'est pas plus mal parce que moi aussi, j'étais en train d'un peu faire une hiérarchie dans les lectures en les séparant comme ça. Et je me rendais compte que la première vidéo, vous la regardiez beaucoup et visiblement celle sur les bandes dessinées, vachement moins. Ce qui est regrettable pour quelqu'un qui fait des bandes dessinées. Moi, j'ai envie aussi de vous encourager à lire de la BD. C'est parti, une seule vidéo longue. On commence sans plus attendre par les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. Et on commence par une bande dessinée qui est Capital et idéologie d'après Thomas Piketty, dessiné par Claire Allen. Ce livre, je l'ai trouvé hyper bien fait parce que ça vulgarise de manière très simple en prenant l'exemple d'une famille qui est riche sur toutes les générations. Comment est-ce qu'il y a une reproduction sociale qui fait que les familles riches, c'est les mêmes depuis des centaines d'années et que finalement, on a peu de chances de changer ça tant qu'on restera dans un système capitaliste où on transmet un vaste patrimoine entre familles riches. Ça explique bien à quel point le capitalisme est une idéologie parmi tant d'autres et non une norme et qu'il est possible de la repenser. Moi, j'ai trouvé cette bande dessinée hyper bien faite, déjà parce qu'elle est jolie, elle est claire, elle est lisible et surtout elle rend accessible des thèses de Thomas Piketty en économie que personnellement je n'irai jamais lire parce que je ne connais rien à l'économie, je ne comprends pas les 3/4 des principes autour de la finance, donc j'ai pas envie de lire des milliers de pages qui parlent de ça non plus, même si quand je vois des vidéos de synthèse de sa pensée, je me dis qu'il a l'air intéressant comme personnage. Du coup, j'étais vraiment contente de voir ces thèses utilisées pour porter un récit narratif de bande dessinée. C'est hyper efficace, je pense que ça s'offre assez bien à plusieurs types de personnes. C'est à la fois chouette et à la fois politique et ça on aime. Ensuite j'ai lu Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. Si je me trompe pas, mais je suis vraiment pas sûre et je devrais faire mes recherches avant de dire des choses, mais c'est pas grave, vous êtes sur la chaîne de l'approximation. Il me semble qu'il s'agit d'une collection où le principe c'est que des auteurices aillent passer une nuit dans un musée. En l'occurrence, ce livre-là, c'est Lola Lafont qui raconte comment elle a passé une nuit dans le musée Anne Frank, construit autour de l'endroit où Anne Frank et sa famille se cachaient pendant la guerre. On a vraiment accès au lieu de vie et on peut prendre pleine conscience de ce que ça avait dû être de se cacher dans un endroit aussi réduit avec autant de personnes. Tout ce livre raconte cette nuit et comment en fait Lola Lafont n'arrive pas à se résoudre d'aller dans la chambre d'Anne Frank. Elle a envie de relever ce défi mais elle n'arrive pas et elle explique pourquoi, d'où ça vient, ce que ça évoque chez elle. C'est un livre vraiment très doux, très
très juste, très touchant, qui se lit vite et bien. Je m'en rappelle pas tant parce que c'est une lecture de genre du 2 janvier, un truc comme ça, je l'ai eu à Noël. Je me rappelle juste que j'avais été très émue par ce récit. Ça me donne envie d'aller lire d'autres livres de cette collection parce que je trouve le principe de mettre des autoristes en résidence, entre guillemets, dans un musée vide, hyper intéressant. Ensuite, j'ai lu la bande dessinée Manifestante de Hélène Aldeguer. C'est une bande dessinée, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai lue à la médiathèque. Vive les médiathèques, c'est super. Cette bande dessinée, elle est hyper chouette. Déjà, elle est trop belle. Enfin, moi, j'aime beaucoup le style graphique. Ça raconte l'histoire d'Anna. C'est une jeune fille qui vit tranquillement, sans trop se poser de questions politiques, et qui tous les dimanches va voir sa grand-mère en EHPAD. Et un jour, en sortant de ce rendez-vous, elle tombe sur une manifestation. Je sais plus exactement pourquoi c'est cette manifestation, mais clairement un truc de gaucho, évidemment. J'aurais pas aimé une bande dessinée sur quelqu'un qui rejoint la manif pour tous, vous vous doutez bien, donc ça devait être un truc de gaucho qui m'a bien plu. Toute la bande dessinée raconte comment, petit à petit, alors qu'elle n'était pas particulièrement politisée, elle commence à rentrer dans ce mouvement de revendication sociale qui passe par la manifestation. À travers son initiation, nous, on voit tous les aspects d'une manifestation, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est-à-dire par exemple, on voit le grand élan de solidarité qu'il y a entre les militants et militantes, qui s'entraident dès qu'il y a des soucis, qui se donnent de la force en marchant ensemble, en se retrouvant tous les dimanches, comment ça tisse des amitiés qui n'étaient pas forcément évidentes au premier abord parce que ça regroupe autour d'une cause des gens très très différents. Ça montre aussi les aspects négatifs, donc les répressions policières, la peur qu'on peut avoir de manifester. C'est un livre hyper beau, hyper fort, qui, encore une fois, par la narration fictive, raconte des choses de notre époque qui me semblent très intéressantes. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce livre et je vous le recommande chaudement. Alors, j'ai aussi lu de Irénée, La terreur féministe. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Ça part de cette phrase qu'on entend beaucoup, qui est « Les hommes tuent les femmes et le féminisme n'a tué personne ». Et Irénée dit que ça, c'est un problème, que le féminisme, du coup, ne fait pas peur. Et puisqu'il ne fait pas peur, il perd cet aspect révolutionnaire. Les gens ne nous prennent pas au sérieux entre guillemets. En fait, c'est tout un pamphlet pour faire peur par le féminisme, pour que les femmes féministes soient effrayantes, qu'elles vraiment menacent l'ordre établi, qu'on cesse en fait d'être des personnes douces, qui sont contre la violence, qui veulent pas trop gêner. Donc c'est vraiment un pamphlet pour s'énerver. C'est hyper chouette à lire. Moi je suis quelqu'un mais on ne peut plus pacifiste. L'idée même que je puisse tuer une mouche me désole. Comment dire que je ne vais pas adhérer à cette thèse de la violence. Par contre, c'est vrai que ça donne des forces en termes de autodéfense, de pas se laisser marcher sur les pieds et de se donner le droit de prendre toute la place et de revendiquer un changement révolutionnaire dans l'ordre établi des choses. Et en ça, c'est une lecture assez réjouissante. Je trouve qu'il y a un petit côté jouissif à la Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui pareil est un livre dont on peut redire beaucoup de choses, dont toutes les thèses ne me convainquent pas, mais qui a ce côté un peu jouissif de genre vas-y, j'en ai rien à foutre, je vais tous vous écraser, j'ai un projet de société, il va tous vous déranger et c'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça que ça va changer les choses. Effectivement, il y a un côté très coup de poing qui est vraiment plaisant. Je vous le conseille. Attention, maintenant je vais vous parler de l'un de mes coups de cœur de cette année dont j'avais déjà parlé, j'avais semé des graines de spoil dans la vidéo de l'année précédente puisque je l'avais tournée hyper tard et que du coup j'avais déjà lu cette bande dessinée. Bref, cette bande dessinée c'est Clocky, dessinée et écrite par Mathias Martinez et sortie à la super maison d'édition Misma. Il faut savoir que forcément je suis un peu biaisée et en même temps je reste professionnelle. Comptez sur moi, je reste professionnelle. Mais je suis biaisée parce que cette bande dessinée a été faite par l'un de mes plus proches amis qui s'avère aussi faire partie de la House of Diamonds. C'est notre chère Frida Crado que si tout va bien vous verrez bientôt sur cette chaîne. C'est une bande dessinée que j'ai vu se construire, c'est-à-dire que je me rappelle très bien les premiers croquis et les premières intentions de Mathias et du coup j'étais forcément hyper émue quand j'ai vu le livre fini, surtout quand j'ai vu qu'il était aussi beau que ça. C'est un petit bijou. Le travail d'édition est incroyable. Ils ont choisi de travailler avec des pantones qui vraiment sont d'une pêche, qui vraiment met hyper en valeur les dessins de Mathias qui eux aussi sont absolument incroyables. Alors Mathias Martinez c'est un petit virtuose du dessin qui est très inspiré par l'univers de Walt Disney, les parcs d'attractions, des choses un peu années 20 mais remis à sa sauce beaucoup plus moderne. Vu que la passion de sa vie c'est les parcs d'attractions, ce livre Clocky parle d'un parc d'attractions qui est construit autour de cette mascotte qui s'appelle Clocky. Du coup on
On a 4 histoires et un petit épilogue qui se passe autour de ce parc d'attractions où on suit plusieurs personnages. C'est à la fois très drôle et en même temps de l'humour assez noir. Il y a un côté très déjanté, très naïf, mais qui est vite détourné pour faire quelque chose de plutôt psychédélique et assez barré. C'est hyper fin, c'est hyper beau. C'est vraiment un petit bijou. Allez mettre 10 sur 10 sur Sens Critique. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir les prochains livres qu'il va faire parce que clairement pour un premier livre c'est quand même d'une qualité extraordinaire. Donc quand on part de là, le futur prévoit des chefs-d'œuvre à ne plus savoir qu'en faire. Vraiment, lisez Cloquis. Il y a plusieurs niveaux de lecture, ça se redécouvre. Des pages fourmies de détails qui donnent envie de relire à l'infini le livre. Vraiment un objet extraordinaire. J'ai aucun commentaire négatif à faire sur cette bande dessinée et c'est pas que parce que Mathias est un petit ange dans ma vie. C'est aussi parce que c'est un chef-d'œuvre tout bonnement. Donc je vous incite très fort à aller acheter Cloquis et à le lire pour soutenir des jeunes artistes talentueux comme Mathias. J'ai lu un autre livre de Goliarda Sapienza qui est vraiment l'une de mes autrices préférées au monde, si ce n'est ma préférée. Normalement j'en ai parlé dans toutes les vidéos lecture sur cette chaîne ou presque. Alors cette fois-ci c'est Le fil de midi, un écrit autobiographique que Goliarda Sapienza a réalisé juste après un épisode assez dramatique de sa vie. Ça raconte son année d'internement suite à une tentative de suicide. On suit vraiment son état de pensée, c'est-à-dire qu'elle se réveille dans cet endroit, elle ne sait pas où elle est, elle se rappelle plus ce qu'elle a fait, elle ne sait plus qui elle est presque, ni quel âge elle a, elle est perdue dans les temporalités de sa vie et on voit comment elle est accompagnée d'un psychanalyste qui petit à petit va la ramener à la réalité et lui redonner un goût en la vie. C'est bizarre parce que, comme d'habitude, c'est un récit assez dur sur des choses compliquées de la vie. Pour autant, c'est écrit avec une douceur incroyable qui fait qu'on n'est pas plombé. C'est un témoignage très précieux, on est assez touché de pouvoir y accéder. Il y a une sorte de générosité dans ce manque de pudeur qui fait que vraiment on est rempli de bienveillance malgré les événements sombres qui sont comptés, malgré la situation. Toujours cette écriture très douce qui raconte des événements tragiques. Ça c'est vraiment la marque de fabrique de Goliarda Sapienza. Aussi c'est hyper intéressant parce que au début le récit est hyper confus. Elle arrive vraiment à nous plonger dans l'état d'esprit dans lequel elle était quand elle était internée. Donc c'est-à-dire au début vraiment l'écriture elle est difficile, elle coule pas de source et petit à petit en fait on retrouve des repères et ça c'est rare je trouve d'arriver à montrer la maladie mentale par l'écriture de manière aussi juste. Donc vraiment je vous le recommande. Si vous avez jamais lu du Goliarda Sapienza, je commencerai pas par celui-ci parce que c'est un peu voilà, c'est pas le plus drôle. J'ai pris autant de plaisir à le lire que tous ceux que j'ai lus avant. Je commence à être très triste parce que j'ai appris que les éditions Le Tripode commençaient à arriver à la fin de la réédition de tous les textes de Goliarda Sapienza. Ça veut dire qu'on s'approche d'un monde dans lequel j'ai lu tout ce qu'elle a écrit et je n'ai plus rien à découvrir d'elle et ça me désespère. Heureusement, c'est le genre de lecture que tu peux lire en boucle. Le moment où elle me manquera trop, je relirai ces livres et je serai ravie. Donc tout va bien. Lisez du Goliarda Sapienza. J'ai aussi lu Roxane vend ses culottes de Maybelline Swartzoff. Swartzoff, on va dire Swartzoff. Je vais commencer par l'objet livre parce que je trouve ça incroyable. Faut savoir que la couverture, elle est rembourrée comme un petit coussin et en plus il y a un effet peau de pêche, donc c'est ce genre de coquetterie que j'adore, qui en plus ont sens parce que ça donne un côté assez intimiste, comme si je sais pas, l'effet peau de pêche, il y a une sensorialité qui s'approche de l'intime et le côté coussin, bah justement t'as l'impression d'être dans une chambre, ce qui va très bien avec le dessin et le propos de ce livre. Bref, Roxane vend ses culottes, ça raconte effectivement l'histoire d'une femme qui s'appelle Roxane et qui commence à vendre ses culottes, hein. Tout est écrit dans le titre. Une meuf un peu paumée, qui n'arrive rien de très intéressant, qui est désabusée, qui couche avec des mecs qui lui plaisent pas trop et un peu par hasard en fréquentant des sites pornographiques elle se rend compte que des femmes vendent leurs culottes et elle se lance dans cette entreprise et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, qu'il ne s'agit pas juste d'envoyer des culottes mais de faire tout un service autour qui est très complexe et qu'elle va découvrir petit à petit tout au long de cette bande dessinée. C'est hyper cool, je sais pas quoi dire, en plus je trouve ça très beau, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette bande dessinée, aussi bien pour son fond que sa forme. Je trouve ça assez virtuose, pareil je crois que c'est un premier livre, ce qui est hyper enthousiasmant, ça donne envie de voir la suite. C'est à la fois très pointu et très accessible, c'est une lecture que je vous recommande vivement. On continue sur les BD avec Spa d'Eric Svetov, toujours mal prononcé les noms mais voilà, c'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur. Une fois de plus j'ai envie de commencer par l'édition magnifique faite par l'employé du mois. Clairement, bon je l'ai pas acheté que pour ça, mais cette tranche rouge, cette bande dessinée en noir et blanc avec du texte en rouge,
Disons que j'étais déjà quasi sûre d'acheter ce livre. Après, l'éditeur me l'a aussi extrêmement bien vendu et je ne regrette pas du tout mon achat puisque effectivement c'est une très bonne bande dessinée qui se passe dans une sorte de huis clos d'un spa, d'un hôtel luxueux où petit à petit vont arriver des éléments étranges paranormaux à mesure qu'une moisissure s'empare du spa. La moisissure grandit et plus elle grandit, plus on rencontre des fantômes, des êtres étranges, des événements bizarres. L'histoire est bien barrée, elle est hyper cool. Le dessin est très beau, enfin, c'est vraiment le genre de choses que j'apprécie dans sa simplicité, son efficacité et une stylisation qui est vraiment très maîtrisée. Les éditions L'Employé du mois ont une très bonne ligne éditoriale, donc généralement quand je vois un nouveau livre d'eux, je réfléchis pas très longtemps avant de l'acheter. Et celui-là, il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu à la médiathèque de Violette Vess La Tempête, un livre assez étonnant qui est entre le livre d'illustration, d'images et la bande dessinée. C'est fait avec des peintures, j'imagine, c'est assez fort dans son côté radical. J'ai un peu l'impression que c'est le genre de BD qu'on voit nulle part, donc vraiment quelque chose d'assez singulier et qui est très propre à l'autrice. Ça raconte le rapport d'une fille avec sa mère qui a un cancer depuis des années et qui arrive à un point où elle n'a plus forcément envie de se soigner et ce que ça peut faire à sa fille, de devoir l'accompagner dans sa vie, sachant qu'elle a un peu abandonné entre guillemets l'idée de guérir. Forcément c'est quelque chose de très doux, de très enveloppant, comme la couverture, elle donne un peu le ton de la bande dessinée. D'Ovidie, j'ai enfin lu La chair est triste, hélas, qui est un super livre autobio qui raconte comment Ovidie petit à petit s'est arrêtée d'avoir des relations sexuelles. Au début ça n'avait rien de conscientisé et petit à petit elle a posé le mot grève du sexe sur ça, c'est-à-dire qu'elle a commencé à intellectualiser le fait que c'était pas un pur hasard qu'elle ait envie d'arrêter le sexe, mais que c'était lié vraiment à tout ce monde patriarcal qui fait que la sexualité est rarement réjouissante pour une femme et souvent le lieu de système de domination. C'est pas du tout un pamphlet pour qu'on arrête de faire l'amour ou quoi, mais plutôt qu'on arrête cette espèce d'obligation d'avoir de la jouissance dans la sexualité, ou d'en tout cas se dire que jouir d'une sexualité c'est aussi s'autoriser à ne pas en avoir pendant un temps, pendant toute sa vie, enfin voilà. C'est un livre hyper fin et hyper intéressant que je suis vraiment très contente d'avoir lu. Sur un sujet absolument différent, j'ai aussi lu de Sandrine Colette On était des loups. Alors ça, c'est le premier livre de cette autrice que j'ai lu et il m'a tellement plu que vous allez voir, j'ai commencé à lire toute sa bibliographie. On était des loups. Ça raconte l'histoire d'un homme qui s'est retiré de la civilisation pour aller vivre dans la montagne. Il s'y est rendu d'abord seul, puis ensuite accompagné d'une femme qui deviendra sa compagne. Tous les deux, ils vivent reculés de tout. Ils chassent, ils construisent eux-mêmes leur maison, ils sont vraiment en marge de la société et ça leur convient très bien, c'est vraiment des ermites. La femme un jour commence à développer un désir d'enfant qui n'est pas partagé par l'homme mais qui finit par y concéder en se disant que lui, souvent, il part chasser plusieurs jours et que elle serait heureuse de ne pas être seule. Donc ils finissent par avoir un enfant tous les deux auquel il n'est pas spécialement attaché, hein. Pour lui c'est plus l'enfant de sa femme que leur enfant à tous les deux. Un jour, il part à la chasse et quand il revient, sa femme a été tuée par un ours et a protégé de son corps son enfant. Enfant du coup qui revient à cet homme qui va devoir assumer son rôle de père et qui a beaucoup de difficultés à envisager ça parce que jamais il s'était dit qu'il tiendrait cette responsabilité. Tout le livre c'est comment est-ce qu'il va gérer ce problème entre grands guillemets de se retrouver responsable d'un enfant alors que c'était pas du tout son plan de vie. Il faut dire que c'est un livre qui est un vrai page turner, c'est-à-dire que ça se dévore plutôt que ça se lit. On est dans la tête du personnage et c'est une sorte de flux de pensée continue, il y a très peu de points, il y a très peu de pauses. Dedans, il y a des thématiques qui sont transversales à toute l'œuvre de Sandrine Colette, à savoir des familles plus ou moins dysfonctionnelles où l'amour ne va pas de soi, puis aussi ce côté géographie dévastée, lieux de vie qui sont durs à investir, dans lesquels la nature est un défi à relever, où le cadre est très important à l'histoire et même l'une des raisons pour lesquelles il y a une histoire. Donc vraiment c'est un livre que je vous conseille, on se régale en le lisant parce que vraiment on ne peut pas le lâcher et ça je pense que c'est le signe qu'on se régale. On change encore totalement de genre puisqu'on va parler de faire justice, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes de Elsa Dec Marceau. Ça parle du fait
qu'au sein des communautés féministes et LGBT, forcément, on se retrouve à devoir gérer des situations de violence sexistes et sexuelles, mais pas que, violence homophobe, de violence de classe, de racisme, tout ça. C'est une réflexion autour du fait qu'on ne sait pas gérer ces violences dans un endroit où on a envie d'être exemplaire, où on a envie d'une sorte de pureté militante qui ferait que tout le monde est irréprochable. Ce livre, à l'aide d'exemples pratiques, puisque Elsa Dec-Marceau est l'une des fondatrices du collectif Fracas qui vient en aide aux associations qui doivent gérer des accusations ou des situations de violence sexiste et sexuelle, ce qui lui permet après de travailler tout un propos sur comment est-ce qu'on peut faire justice, d'où le titre, sans pour autant reproduire des schémas d'oppression, sans pour autant reproduire le système prison, sans pour autant mettre en marge de la communauté les personnes qui sont accusées, et pour réfléchir à des véritables moyens de réparation. Donc moi je trouve que c'est une lecture essentielle parce que quiconque est dans des associations se rendra assez vite compte, si ce n'est déjà fait, que cette question de la justice au sein d'une communauté est vraiment centrale et que personne ne nous a formés à gérer ça. Et du coup nos réactions elles sont systématiquement de l'ordre de la reproduction des schémas qu'on connaît, et les schémas qu'on connaît c'est la prison, la police, tout ça, soit du rejet entier parce qu'on est tellement déçus de retrouver ces formes de violence dans un espace qu'on estimait safe que voilà, on ne peut que rejeter. Tout ça fait que finalement on ne sait pas comment gérer, et la violence sexiste et sexuelle qu'on doit gérer entraîne d'autres actes de violence en cascade. Je pense que cette lecture elle est vraiment essentielle pour essayer de réfléchir à comment faire mieux pour tout le monde, faire mieux pour les personnes agressées, faire mieux pour la communauté, faire mieux même si ça peut poser problème pour les agresseurs et agresseuses. Moi j'ai passé l'année à gérer un problème de ce type, ça a été extrêmement dur, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris des choses dans la douleur, et lire ce livre m'a vraiment réconfortée et m'a donné des clés pour envisager ça de manière à la fois plus sereine pour moi, pour me protéger moi face à la violence des choses que je devais gérer ou la violence que je recevais, pour m'aider à faire mieux, à essayer de réfléchir au-delà de l'agression, à tout le cadre dans lequel l'agression a eu lieu et qui potentiellement a permis à ces violences d'avoir lieu. Donc vraiment réfléchir en termes de communauté pour protéger tout le monde et faire un espace le plus sécurisant possible. Vraiment c'est un livre absolument incroyable qui vient pas mal compléter le livre Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman dont j'ai parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, mais Le conflit n'est pas une agression, j'ai l'impression que c'est le pan un peu plus théorique de ça qui est vraiment plus une application de suggestions pour faire mieux. Ensuite j'ai lu 2 livres de Xavier Buissou, le livre Oracle, Toonzi, c'est 2 livres hyper cool, c'est de l'humour à la fois un peu bête et en même temps très intelligent. Le livre Oracle, c'est une compilation de 26 histoires qui ont été prépubliées sur Instagram je crois, d'où le format carré. C'est 26 récits d'anticipation de ce que pourrait être le futur en partant d'idées un peu risibles et en même temps assez imaginatives qui peuvent être de tout type. Ça peut être par exemple, on imagine qu'il y a un nouveau film Les Visiteurs dans lequel Godefroy de Montmirail comprend pas que son petit fillot soit homosexuel. La première histoire c'est Nintendo qui crée une console de jeu qui est directement greffé dans votre paupière, des bases qui sont des idées à la fois très créatives et un peu idiotes et qui permettent de dérouler un récit hyper drôle, hyper fin et qui mine de rien disent pas mal de choses politiquement. Donc c'est une lecture super, moi j'ai envie de l'offrir à tout le monde, je crois que c'est un vrai best-seller et c'est mérité, je vous le conseille à fond. Toonzi pour le coup c'est une histoire longue autour d'une sorte de gourou qui s'appelle Toonzi qui prétend que toutes les personnes du monde sont associées à un toon, comme les Looney Tunes vous voyez, qui flotterait au-dessus d'eux. Et Toonzi serait la seule personne en capacité de voir ses toons et tout le monde serait dans une sorte de quête pour connaître son toons et du coup on est dans une forme d'isolation de ce gourou. En gros c'est une secte mais autour d'un principe, encore une fois qui est un peu bébête au premier abord mais qui finalement fonctionne hyper bien. C'est assez fou de voir à quel point cet auteur il arrive à développer un univers aussi large en partant d'une idée aussi simple. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le livre Oracle. Il y a quand même des choses en lien avec le livre de Mathias Martinez-Glaucky parce que il y a cette espèce d'hommage à l'univers cartoon, les premiers dessins animés qu'on aurait remis à la sauce actuelle avec beaucoup de psychédélisme et un regard assez critique bien qu'admiratif de cette période, donc c'est pas non plus cynique. Je vous le conseille vivement, il est très beau, il est très drôle, c'est une très belle découverte, Xavier Buissou. Ensuite, je vais vous parler d'un de mes livres préférés de cette année qui est Une vie de regret de Gwendoline Desnoyers, sorti chez
chez les éditions Arbitraire. C'est une monographie de centaines d'œuvres de Gwendoline, que ça soit des peintures, des gravures, des poèmes aussi. Au-delà du fait que le travail de Gwendoline est d'une beauté et d'une singularité vraiment extraordinaire, avec une espèce de dessin très lâché, sans complexe, avec une personnalité inégalée quoi. Genre il n'y a que elle qui peut dessiner comme ça. Forcément c'est un livre très poignant, déjà parce que les dessins de Gwendoline ils sont très narratifs, très forts. Il y a quelque chose d'assez désespéré et puissant dans ce qu'elle fait. L'histoire autour du livre rend le projet encore plus poignant, puisque c'est un ouvrage qui a mis 4 ans à se faire. Au début ça a été fait avec Gwendoline. Et ensuite, le travail a été continué par des proches de Gwendoline et les éditeurs de Arbitraire à partir du moment où Gwendoline a mis fin à ses jours. Je suis vraiment très émue que ce livre existe malgré le drame de la mort de Gwendoline. Je sais que les éditeurs ont pris un soin énorme pour prendre leur temps pour sortir le livre le plus beau possible, puisque ce sera probablement le seul livre cette autrice. Il y avait un enjeu très fort de commémorer sa mémoire, de faire connaître son travail pour celles qui ne le connaissent pas encore et de faire quand même découvrir des nouvelles choses pour celles et ceux qui le connaissaient. Le soin qui a été apporté dans l'édition est absolument admirable. Il fait partie de ces livres très précieux qu'on garde un peu comme des bijoux dans sa bibliothèque. L'édition est très belle. Il y a un côté précieux et imaginatif et généreux qui correspond bien à l'univers de Gwendoline. J'ai découvert énormément de dessins et de peinture de Gwendoline parce que c'était une artiste très prolifique et que on a vu certaines choses sur les réseaux sociaux, mais il y avait bien d'autres choses qu'elle gardait pour elle et que j'ai pu découvrir dans ce livre. J'ai été très saisie par les poèmes parce que c'était un aspect du travail de Gwendoline que je connaissais pas du tout et vraiment je les trouve très forts, très simples, très efficaces avec toujours sa personnalité. Gwendoline c'était quelqu'un qui avait, vous vous en doutez, des problèmes psychologiques mais qui à côté aussi avait un enthousiasme vraiment très rare et qui était aussi très drôle. Tout ça, ça transparaît quand même dans son livre, donc c'est pas un livre lourd, c'est vraiment une célébration d'une vie. Et ce livre est une pépite. Sur une note un peu plus légère, j'ai lu 2 livres de mon ami Kenny Osier-Lafontaine, Ben Gazzara et Bille. C'est 2 livres de poésie qui sont assez différents. Celui-là, c'est le dernier qui est sorti, celui-là, il est plus ancien. Je m'y connais pas trop en poésie, du coup, je sais pas bien en parler. Mais vraiment, je me suis régalée à la lecture de ces 2 livres. Il y a des phrases, c'est comme des coups de poing, c'est des punchlines. Par exemple, cette formulation, même les gros tubes de dentifrice dans ton genre finissent un jour par tomber vides. C'est en ça que je sais pas comment parler de poésie, mais cette phrase, elle est parfaite aussi bien dans sa conjugaison, dans sa grammaire, l'image qu'elle évoque, dans sa construction. C'est incroyable. La force de cette phrase, la beauté des mots. Heureusement que je suis pas prof de littérature, hein. Enfin, j'ai découvert l'univers de Naoki Urasawa. Je ne connais pas très bien les mangas, mais celui-là, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'ai lu la série 20th Century Boy, qui m'a complètement captivée. Son pitch de base et la manière dont ça rebondit constamment est assez admirable. On est constamment surpris, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un groupe d'enfants qui ont imaginé un livre de prédiction qui prévoirait plein d'attentats, d'événements tragiques qui mèneraient vers la fin du monde. Une fois adultes, ils commencent petit à petit à se rendre compte que ces événements ont lieu exactement dans l'ordre qu'ils avaient prédit. Tout ça arrive parallèlement avec une sorte de gourou qui s'appelle Ami, qui se positionne comme la personne qui va pouvoir empêcher toutes ces tragédies d'avoir lieu. Il y a un mystère qui est captivant. On veut savoir qui est cette personne qui s'appelle Ami. Et en fait, on se rend compte que c'est lui qui met en place tous ces événements destructeurs. Le groupe d'amis essaye de se rappeler qui aurait pu avoir accès à ce livre de prédiction qu'ils ont écrit sans parvenir à se souvenir d'une personne. Il y a cette espèce de quête limite policière, quoi, qui est très thriller. L'histoire rebondit aussi parce que l'auteur arrive à mettre en parallèle différentes époques, à la fois le passé quand ils étaient petits, le présent quand ils sont adultes et le futur quand Ami est parvenu au pouvoir et est le président du monde. Ces 3 timelines se mélangent, vraiment ça se dévore. J'ai été un chouillis déçue par la fin, mais je pense que c'est aussi lié au fait que je les ai lus sur un site de scan qui a mélangé l'ordre des pages de la fin. Du coup vraiment pour faire un truc anti-climatique, rien de tel qu'une fin racontée dans le désordre. Et je pense qu'il y a aussi un truc de quand t'attends pendant autant de tomes de savoir qui est un personnage. J'ai l'impression qu'à 90% du temps ça va être assez
assez déceptif. Mais heureusement, dans cette histoire, on finit par s'en moquer, c'est tout ce qui se passe autour qui fait que c'est fort, donc on reste pas non plus en se disant tout ça pour ça. Enfin, j'ai pas eu de déception, j'ai juste trouvé ça un peu moins bien que par exemple le premier tome qui est un chef-d'œuvre absolu selon moi. Du même auteur, j'ai aussi commencé à lire plus tôt. J'ai lu les 3 premiers tomes en 2023, là je suis en train de lire la suite. Ça va être compliqué de me rappeler ce qui se passe dans les 3 tomes. Je trouve ça difficile de parler de saga parce que je sais pas vous, mais moi dans ma tête ça fait une bouillie où il y a plus de tomes, il y a juste l'histoire et je sais plus exactement ce qui se passe dans quel ordre. Plutôt, ça se passe dans l'univers d'Astro Boy. Enfin, j'ai jamais lu Astro Boy, mais il y a Astro qui est un des personnages du livre et aussi c'est écrit que Tezuka est le co-auteur, donc je sais pas exactement à quel niveau. Est-ce que c'est parce qu'il a activement travaillé au scénario ou est-ce que c'est parce qu'on reprend son univers? Je ne sais pas. En tout cas, son nom est sur la couverture. Plutôt, c'est une sorte d'enquête policière dans un monde où il y a des robots et des humains qui cohabitent de manière plus ou moins harmonieuse en fonction des gens et des endroits. L'enquête est autour de meurtres de robots qui sont les robots les plus forts du monde. Un par un, ces robots se font assassiner et on suit une enquête pour savoir par qui et pourquoi. Voilà, c'est hyper prenant, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de spoiler. Vraiment les 2 sagas pépites et ça m'énerve de me dire que comme ça a été marketé comme des mangas pour garçons, j'ai jamais osé les approcher quand j'étais petite et franchement ça m'énerve parce que je pense que j'aurais adoré lire ça. Mais c'est pas grave, il est jamais trop tard et j'adore le lire maintenant, donc tout va bien, pourquoi je me plains? Maintenant nous allons parler des livres auxquels j'ai mis 4 étoiles et on commence par Héroïne de Tristan Saul. C'est la suite de Mathilde ne dit rien. C'est des romans noirs, c'est pas tout à fait des romans policiers. Je me rappelle plus ce qui se passe. Je vais pas vous mentir, je me rappelle plus ce qui se passe. Je l'ai lu genre en janvier, c'était il y a longtemps. Ma mémoire, il faut savoir qu'au-delà de 3 minutes 30, c'est difficile. Donc un livre que j'ai lu en janvier, autant dire qu'il a disparu dans le néant, dans l'espace entre les espaces. Mais je me rappelle que c'était pas mal, mais moins bien que Mathilde ne dit rien. Il y a le 3e tome, mais j'attends qu'il sorte en poche car je suis un rat. Et je dis un rat, mais la raison pour laquelle je les achète en poche, c'est que je ne les trouve pas en e-book à télécharger illégalement. Sinon, je ne les achèterais pas du tout. Le rat, c'est moi. Ensuite, j'ai lu ces 2 numéros de La Déferlante. Un, c'est Baiser et l'autre, c'est Jouer. C'était hyper intéressant les 2. À chaque fois, c'est vraiment des analyses, des reportages, des témoignages, des investigations vraiment de qualité qui sont toujours portées par des illustrations sublimes. Donc là, par exemple, c'est Léa Jersey et ici, c'est Lucille Gauthier. Dedans, on a aussi des bandes dessinées. C'est vraiment des journaux à la fois accessibles et en même temps pointus, avec un féminisme bien situé, selon moi. J'y suis abonnée, je les lis à la lenteur de l'escargot puisque je n'ai lu que 2 numéros sur les 4 que j'ai reçus cette année, mais c'est pas grave. Chacun son rythme, d'accord? Bien sûr, il y a de l'actualité dedans, mais il y a un côté indémodable. On peut lire le numéro 1 maintenant alors qu'il est sorti il y a 2 ans et demi et apprendre autant de choses qu'à l'époque. Ça ne périme pas. Ensuite, j'ai lu Astra Nova de Lisa Blumen, qui est encore un petit chef-d'œuvre. Elle nous avait déjà offert le livre Avant l'oubli, qui était une petite pépite. Astra Nova s'est sélectionné à Angoulême. Peut-être que quand je sortirai cette vidéo, ce livre a gagné un prix. Qui sait? S'il n'en a pas gagné, Angoulême est une fois de plus décevante. Ça raconte l'histoire de Nova, qui est une astronome qui a suivi une grande formation pour faire un voyage auquel il n'y a pas de retour dans l'espace. Et elle part seule. Juste avant son départ, elle a le droit d'avoir une fête avec ses proches. Le fait est qu'elle n'a pas de proches, du coup l'entreprise lui trouve des anciens amis d'une autre vie. Le livre raconte cette soirée avec ses anciens amis juste avant son départ et ce que ça lui fait ressentir, comment elle envisage son départ de la Terre, est-ce que c'est un deuil, est-ce que c'est excitant. Lisa Blumen dessine vraiment trop bien, c'est trop beau, elle est trop forte. Voilà, et une fois de plus elle nous livre un récit de SF un peu triste. Ça a l'air d'être un peu sa marque de fabrique, c'est un peu tristounet. De la même manière que celui de précédent, c'est un temps juste avant. C'est le calme avant la tempête. Ça fonctionne hyper bien. Je vous le conseille vivement. J'ai aussi lu Play with Fire de Nikos Balboa. C'est un auteur que je suis depuis, mais je pense sincèrement depuis que j'ai 13 ans, parce qu'à l'époque, il avait un blog BD, cette époque merveilleuse des blogs BD, dans lequel il racontait toute sa vie de manière la plus impudique possible, avec un dessin hyper lâché, hyper cradouille, un truc hyper spontané qui, moi, me plaisait vachement et m'a beaucoup inspiré. Enfin, il y a un truc très décomplexant.
Et on retrouve cette espèce d'esprit hyper vif, hyper généreux aussi dans cette bande dessinée qui raconte sa transition. Comment l'auteur découvre son genre, quel a été le parcours qui lui a permis de comprendre qui il était. Tout ça est raconté à travers d'histoires amoureuses qui ont aidé ou empêché justement cette découverte de soi. Je pense que ça fait partie des témoignages sur la transidentité assez essentiels et qui a aussi, au-delà du témoignage, une qualité graphique singulière. Je conseille ce livre. J'ai lu La fin des monstres de Tal Majesta, qui est le premier livre édité par La Déferlante. Celles qui font la revue, là vous savez, maintenant ils font des livres. Ce livre est une réponse directe à Paul Preciado, qui a fait un livre qui s'appelle Je suis un monstre qui vous parle, qui est la retranscription d'un discours qu'il a donné au collège des psychanalystes de France ou un truc comme ça, et où il décrit le fait d'être trans comme être une sorte de monstre. Tal Majesta prend ça à contre-pied en disant mais non, je ne suis pas un monstre. Pareil, c'est un récit sur sa découverte de lui-même et sa transition. Il y a quelque chose de très généreux, une fois de plus, de très doux, de très fort politiquement. J'ai vachement plus aimé que Je suis un monstre qui vous parle, que j'avais trouvé pas du tout convaincant, agressif pour les mauvaises raisons, pas subversif malgré cette intention donnée par le titre, alors que là, vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus convaincant, dans un témoignage qui semble beaucoup plus vrai. Le livre est très beau, en plus avec une belle illustration de Léa Tcheresi. Je vous le conseille. J'ai lu Sortir de l'hétérosexualité de Julie Drouard, dont je n'ai aucun souvenir. Mais visiblement c'était bien, j'ai mis 4 étoiles. Je crois que ça parlait, comme son nom l'indique, du fait de sortir de l'hétérosexualité, d'envisager des relations au-delà du schéma patriarcal et hétérosexuel. Voilà, c'est bien hein. Allez, au suivant. J'ai aussi lu cet été la saga 4 sœurs, qui à la base est un roman de Malika Ferjouk, et qui est mise en bande dessinée par Cathy Bor. Pareil, Cathy Bor, c'était quelqu'un dont j'adorais le travail, qui avait aussi un blog BD. Bon, c'est la même chose que Nikos Balboa. J'ai vachement aimé, ça se lit très bien. Comme son nom l'indique, ça raconte l'histoire de 5 sœurs, et non 4, quel plot twist, qui vivent dans une sorte d'énorme manoir sur une falaise près de la mer, après la mort de leurs parents. C'est la grande sœur qui s'occupe des petits, et chaque livre est concentré sur l'une des sœurs, et leur personnalité bien tranchée, toutes très différentes. Toutes les sœurs voient leurs parents morts, mais n'en parlent pas aux autres. Ça raconte, voilà, leur vie de famille, c'est à la fois drôle, touchant, parfois un petit peu dur, et servi par le dessin de Cathy Bor qui est hyper beau. Mon seul reproche, c'est qu'ils utilisent une typographie à l'ordinateur et je trouve ça laid à souhait, surtout avec un dessin comme celui de Cathy Bor. Mais globalement, c'est hyper bien. Attendez, je vous montre Buddy. Regardez comme il est grand, mon petit Buddy. Mon chaton. Dis coucou à la caméra. C'est pour le nombre de vues. Si vous vous abonnez pas après avoir vu ce petit visage adorable. De Sandrine Colette, dont je vous ai déjà parlé, j'ai lu Des nœuds d'acier. Je crois que c'est son premier roman. Il est hyper glauque, les potes. Vraiment, c'est une glauquitude. Laissez-moi vous raconter le pitch. On suit un homme violent qui sort de prison. Il était en prison parce qu'il a tabassé son frère jusqu'à le rendre invalide parce qu'il a eu une histoire avec sa copine. Cet homme, première chose qu'il fait en sortant de prison, il va voir son frère à l'hôpital. Il est dans la même haine qu'avant la prison et il tient à lui faire savoir. Juste après cette visite, il s'enfuit dans la campagne pour essayer de ne pas être retrouvé par les policiers parce que évidemment, il a interdiction d'approcher son frère. Donc il va dans la montagne, dans un gîte, et tous les jours il fait des sortes de randonnées pour s'occuper, en se disant qu'il reste un petit moment, histoire que ça retombe, et une fois que c'est bon, il pourra retourner vivre tranquillement à la ville. Un jour, la gérante de la chambre d'hôte dans laquelle il reste lui conseille une randonnée qui n'est connue d'aucun touriste, connue que des locaux, et il décide de la faire, et il arrive face à une petite maison dans lesquels un homme l'accueille et les gars le réduit en esclavage. C'est-à-dire qu'il se fait agresser et quand il se réveille, il est dans une cave, séquestré, on le réduit en esclavage, on le fait travailler gratuitement en le maltraitant pour ses 2 frères qui vivent dans la montagne, 2 personnes abjectes et très violentes. Et il partage aussi cette cave avec un autre homme qui est réduit en esclavage depuis des années, ce qui donne vraiment une grande confiance dans le fait qu'on va pouvoir s'enfuir. Voilà, ça c'est le pitch du livre. Quand je vous disais que c'était glauque, c'est glauque. Il y a un petit côté Gillian Flynn à la française dans les histoires les plus horribles possibles et en même temps une sorte de fascination pour aller jusqu'au bout de l'histoire. J'ai adoré, c'est hyper prenant, même si c'est glauque et qu'on se dit que c'est un peu bizarre d'être autant à fond. Mais bon, c'était un Sandrine Colette qui m'a hyper plu. C'est le 2e que j'ai lu et du coup je me suis dit ok, je vais lire tous ces livres. C'est exactement ce que j'ai envie de lire, c'est des romans noirs et ça va me changer de tous les auteurs scandinaves que je ponce depuis quelques années maintenant. Je vous le conseille si vous aimez les trucs glauques. Si vous n'aimez pas les trucs glauques, ne le lisez pas de toute évidence. On enchaîne avec un autre livre de Sandrine Colette qui est aussi hyper glauque, qui s'appelle Des larmes noires sur la terre.
C'est là qu'on voit que j'aime bien ces livres parce que je me rappelle de l'intrigue et c'est pas tous les jours, ok les gars? Donc j'espère que ça vous intéresse parce que pour une fois que je me souviens de quelque chose, vous pouvez être sûr que je vais tout vous raconter. Alors du coup, c'est l'histoire de Mo qui habitait sur une île et va vivre dans la métropole française pour suivre un homme avec lequel elle vit. Et c'est un choix désastreux parce que cet homme est violent, ne l'aime pas. Elle finit par avoir un bébé, elle a pas envie qu'il grandisse dans cet univers. Elle est tellement en rejet de la situation qu'elle ne le nomme même pas, c'est pour vous dire. Et un jour, elle décide de fuir. Mais elle n'a pas vraiment de plan. Son idée, c'est de payer un billet d'avion pour rentrer chez elle, mais elle n'a pas d'argent, elle a très peu d'argent. Grâce à des personnes qui vont l'aider, elle est logée un temps. Elle tente de faire des petits boulots, mais elle n'y arrive pas. Elle se fait assez vite licencier. Et la personne qui la loge n'en peut plus, du coup elle se retrouve à la rue. Désespérée, elle va dans des urgences pour passer la nuit, pour comme si elle attendait et en fait être au chaud. Et dans ces urgences-là, elle s'endort et elle est réveillée par une assistante sociale. Et là on se dit, c'est bien, ça va s'améliorer. Les assistants sociaux sont des bonnes personnes. Sauf qu'on est dans un univers d'anticipation où le monde est sordide et en fait les assistants sociaux, quand ils vous trouvent dans la rue et qu'ils vous déclarent inapte à vivre par vos propres moyens parce que vous n'avez pas d'argent, voilà, vous n'avez pas de maison, pas de famille, et bien ils vous amènent dans un endroit qu'on appelle la casse, qui comme son nom l'indique est rempli de voitures cassées dans lequel vous êtes censé vivre. Chaque personne est assignée à une voiture et doit travailler tous les jours pour un salaire minable de quelques dizaines de centimes d'euros, quelque chose comme ça, et n'a le droit de quitter cet endroit qu'à partir du moment où on a économisé 15 000 euros. Autant dire que c'est impossible. Donc en gros, c'est un monde dans lequel les gens en grande précarité se retrouvent dans une décharge à vivre dans une sorte de zone de non-droit très violente où il se passe des choses très glauques sans possibilité d'en sortir. C'est glauque, je vous l'avais dit, mais c'est hyper fort. C'est j'ai pas envie de dire une bonne lecture parce que vu le thème, ce serait un peu grossier, mais en tout cas, c'est assez fascinant comme lecture. Je sais que je m'y attendais pas aux 3/4 des trucs que j'ai lus. Je vous le conseille. J'ai aussi lu de Katie Stewart, Saleté d'hormones et autres complications, qui est un recueil de petits récits de science-fiction. Ça a été écrit par une Française née en Martinique. Je connais pas trop la SF française, donc j'étais assez contente de lire ça. C'est une écriture très afro-féministe puisqu'elle est née en Martinique, donc ça va être des histoires SF qui parlent de ça notamment. C'est plusieurs petites nouvelles. La première, Saleté d'hormones, raconte un monde dans lequel les humains ont été libérés de leurs hormones et de leur menstruation grâce à une espèce extraterrestre qui, en échange de cette libération, leur demande de vivre nus et de ne rien cacher. On suit un personnage qui, pour autant, continue d'avoir ses règles mais ne sait pas comment le cacher puisqu'elle est nue. Je crois que c'est ça le pitch. C'est un peu bizarre, mais du coup, ouais, c'est des histoires de SF assez étonnantes, comme on n'en a pas trop entendu, écrites par quelqu'un qui n'est pas un mec 6-7 blanc. C'est toujours intéressant de voir comment des personnes qui sont marginalisées voient le monde et envisagent des futurs, qu'ils soient enthousiasmants ou non. Du coup, je vous le recommande. Je trouve l'édition assez belle. J'ai lu la bande dessinée de Lilei, Le goût de la nectarine, dont je ne me souviens pas extrêmement bien. Il me semble que c'est une tante qui passe beaucoup de temps avec sa nièce et sa copine, la copine de la tante, qui est lesbienne. Ensemble, elles s'imaginent un peu des histoires fantastiques où elles se transforment en monstres lors de balades dans des forêts. Ça raconte des histoires d'amour, ça raconte le lien entre deux sœurs, comment envisager la parentalité aussi. C'est pas mal, ça m'a pas transcendé non plus. C'est une lecture que j'ai fait rapidement à la médiathèque, j'étais contente. Comme vous voyez, je vais de plus en plus à la médiathèque, c'est bien. J'arrête de télécharger illégalement les livres. C'est faux, je continue. Cette BD, elle est chouette, le dessin est sympa. J'ai pas grand chose à en dire, je crois. Ouais, on va s'arrêter là du coup. De Jackie Wang, j'ai lu Les Tournesols, qui est un ouvrage de poésie publié par les éditions du Commun. Jackie Wang, c'est le génie qui a écrit Le capitalisme carcéral, dont je vous ai déjà parlé et que je vous incite de nouveau à lire parce que c'est essentiel. Cette fois-ci, du coup, c'est de la poésie. Donc une fois de plus, je parle très mal de la poésie. C'est un recueil qui tourne autour de petites narrations de rêves avec un axe très queer, très féministe. Je lui ai mis 4 étoiles, donc ça m'a plu. On va rester là. De Michael McDowell, j'ai lu Les Aiguilles d'Or. C'est le même auteur que la saga Blackwater. Faut savoir que la maison d'édition Monsieur Toussaint de l'Ouverture s'est mis en tête de publier l'intégralité de son œuvre avec une fréquence de 6 mois entre chaque livre, je crois. Les Aiguilles d'Or, j'ai vachement aimé. C'est comme Blackwater, des choses qui se lisent très vite. On les dévore, c'est une écriture fluide. Là, c'est pas du tout une histoire un peu fantastique comme Blackwater a pu l'être. Ça se passe à New York
à la fin du 19e siècle et ça raconte l'histoire de deux familles un peu rivales. Une qui fait partie des petits bandits, qui est pauvre, qui se débrouille en faisant des petits délits, des petits larcins, et une autre qui fait partie de la grosse bourgeoisie qui essaye d'accéder à des rôles politiques comme la mairie ou des choses comme ça et qui se met en tête pour la campagne de nettoyer la zone dans laquelle habite la première famille. Ça crée des rivalités, une sorte d'intrigue de dent pour dent, œil pour œil avec les différents personnages de chaque famille qui s'affrontent. C'est très chouette, c'est un beau roman noir, assez drôle, assez léger aussi. C'est hyper bien écrit. J'ai hâte de lire les autres livres de cet auteur. Il y a un petit côté bijou dans les éditions, mais ça c'est la maison d'édition Monsieur Toussaint de l'Ouverture, ils font que des livres. Il n'y a vraiment aucune unité graphique ou presque au sein de cette maison d'édition, mais c'est ça qui fait que c'est incroyable. Chaque fois l'édition porte vraiment le propos du livre, donc on peut juger un livre par sa couverture chez Monsieur Toussaint de l'Ouverture. De Nina Le Chartier, j'ai lu Carnaval à Idaberg. C'est la première bande dessinée que je lis de Nina et elle était vraiment très chouette. J'ai hâte de lire ses autres. Ça raconte Idaberg, une ville dans laquelle il y a un carnaval. Cette figure du carnaval va nous amener face à toute une galerie de personnages plus intrigants les uns que les autres. C'est des intrigues autour du fait de faire tomber amoureux des personnages, de débusquer des aliens qui se cacheraient chez certaines personnes, de rompre une malédiction qui fait dormir les gens du village. Tout ça servi par l'esthétique singulière de Nina Le Chartier. Elle dessine avec des peintures très libres, très colorées, qui servent vraiment son propos et surtout sur une idée de carnaval, c'est vraiment très fort. Je vous le conseille, j'ai très hâte de lire d'autres livres de Nina. Un livre qui répond bien à celui de Nina Le Chartier et que j'ai aussi lu, c'est Margot Messonnier, cette merveilleuse personne qui est Margot Messonnier. Farower. Désolée Margot, j'aime trop les livres de Margot parce qu'à chaque fois c'est des gros bébés dans lesquels tu t'emprègnes dans un univers qui est assez contemplatif. Elle dessine extrêmement bien, c'est très beau. C'est toujours des personnages hyper singuliers. Une fois de plus, quand tu connais Margot, tu reconnais vraiment sa manière de penser et de parler et c'est très touchant parce que c'est une personne unique, Margot. Là, ça raconte une ville touristique près de la mer et un petit bar dans lequel un garçon va venir passer l'été pour travailler. Et c'est voilà des histoires autour de ça. Je raconte très mal, mais ça fait partie de ce genre de livre où il faut les lire soi-même et se laisser plonger dans cet univers. Vraiment, ça devient une bulle dans laquelle on rentre, dans laquelle on existe pendant un temps donné. On se laisse porter par le dessin, par la narration. C'est un voyage très très beau. J'ai hâte de voir les prochains livres de Margot parce que jusqu'à présent, elle fait que des petites pépites en fait. Ensuite, j'ai lu Monica de Daniel Close, qui est un livre très étrange, très beau comme d'habitude. Hein. C'est Daniel Close, donc c'est sublime. Ça raconte l'histoire de Monica. C'est une sorte de quête parce que sa mère l'a en quelque sorte abandonnée. C'est tout un trajet pour essayer de savoir où est partie sa mère, qui peut bien être son père, est-ce que son père est quelqu'un d'important, est-ce que sa mère a rejoint une secte, et entrecoupé avec d'autres petites histoires fantastiques. Et ouais, c'est une bande dessinée hyper étrange, elle est un peu inqualifiable, je vous la conseille. J'ai aussi lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, qui raconte un jeune gymnaste qui petit à petit se rend compte qu'il perd du temps, qu'il ne se souvient pas de certains moments de sa vie. Puis s'il va se coucher, il se souvient pas d'une journée, et puis après de 2, puis après de semaines, de mois, du temps qui disparaît, mais durant lequel pour autant ses amis le voient, mais où il a une personnalité tout à fait autre. Et en fait, toute la bande dessinée, c'est comment cohabiter avec cette autre personnalité qui prend petit à petit de plus en plus de place sur sa vie et qui est très différente de lui. Timothée Le Boucher, c'est quelqu'un qui a un dessin assez virtuose qui du coup me touche pas tant. Bon, ça c'est moi. C'est de la bonne BD, c'est de la bonne SF que je recommande. Et maintenant, on va passer au livre auquel j'ai mis 3 étoiles. Et c'est bien parce qu'on continue sur Timothée Le Boucher. J'ai mis Dans les vestiaires et Le Patient. Dans les vestiaires, parle de harcèlement scolaire. C'est assez bien fait, assez dur, assez revendicateur d'un truc quand même, ça sensibilise mine de rien au harcèlement scolaire. Et Le Patient, c'est une histoire d'une famille qui est tuée et il y a juste une personne qui survit, mais cette personne est dans le coma et des années plus tard elle se réveille et c'est là que commence l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. C'est 2 bandes dessinées sympas qui m'ont moins plu que Ces jours qui disparaissent, mais on passe quand même un bon moment. J'ai lu L'énigme de la Stuttgart de Camilla Grebe. Ça fait encore partie des romans policiers scandinaves que je lis mais dont il ne reste aucun souvenir dans mon esprit une fois la lecture terminée. Donc je ne serais bien incapable de vous dire de quoi ça parle et je vous avoue
donc j'ai même pas trop envie de chercher sur internet un résumé. Je sais juste que c'est une enquête policière que j'ai pris plaisir à lire, pour lequel j'ai mis peu d'investissement. J'ai accepté le fait que je l'oublierais, et c'est de lectures qui me font du bien sur le moment, donc qui sont valides aussi, même s'il en reste rien après. J'ai lu Les Agents de Grégoire Courtois. C'est le vrai nom de Tristan Saul qui a écrit Mathilde ne dit rien et Héroïne. C'est une histoire de SF assez particulière dans laquelle on est dans une grande entreprise. Tout le monde vit dans des immeubles parce que l'extérieur c'est une sorte de zone de non-droit où on mourrait immédiatement. C'est une entreprise assez bizarre où quand quelqu'un meurt ou disparaît, il y a immédiatement un nouvel agent qui vient prendre sa place. Il n'y a pas vraiment le concept d'individu, on est dans une sorte de grande machine. Chacun vit sur un étage, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres étages, même si on en a quelques informations via des bulletins télévisés. Et au sein même d'un étage, il y a des clans qui se forment, avec des alliances, avec des gens qui ont des intentions différentes. C'est très étrange comme livre, ça fait vachement penser à la série Severance. Si vous l'avez pas vue, elle est incroyable. Je fais une aparté parce que c'est pas du tout un livre, mais néanmoins ça fait partie des trucs trop cool que j'ai découvert cette année, donc il faut en parler. Severance, c'est un monde dans lequel il y a la possibilité de scinder son esprit en deux, de façon à ce que la partie de soi qui soit au travail ne connaisse pas notre personne extérieure, et que la personne à l'extérieur ne sache pas ce qui se passe au travail. Du coup, ça donne le sentiment pour la personne qui travaille de ne vivre que dans un univers de bureau, avec aucune autre vie que le fait de travailler, super. Et à notre nous à l'extérieur, d'avoir le sentiment de ne jamais travailler, parce qu'en fait on va le matin à un endroit et pouf, son nouveau moment de conscience c'est le soir quand on s'en va. Il y a une saison, c'est hyper prenant, ça reste sur un gros cliffhanger, on attend la saison 2. Il y a Qui la faute de Ragnar Jonasson, et je me rappelle même plus de quoi ça parle, je crois même que quand je l'ai lu, étalé sur des mois et des mois, j'étais pas dedans, et du coup je me rappelais même plus ce qui se passait pendant que je le lisais, mais je suis quand même allée au bout, sachant que quand je le lisais, je me rappelais plus ce qui se passait dans le chapitre 1. Je vais pas vous en parler mieux que ça, on passe à autre chose. Allez, c'est parti. D'Emily Gleeson et Adeline Rapon, j'ai lu Ébouriffé, qui est une petite bande dessinée suivie d'un texte dans lequel les autrices imaginent un monde où les poils sont célébrés et où il y a des sortes de coiffeurs de poils à aisselle et de poils de jambes. C'est assez déjanté parce que de toute façon, Emily Gleeson, c'est quelqu'un d'assez barré dans ses dessins et dans les histoires qu'elle raconte. C'est un petit livre, il est sympa, il a un propos intéressant mais pas révolutionnaire non plus, c'est assez drôle. De Lily Zalzette et Stella Finn, j'ai lu Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif. La raison pour laquelle il n'a que 3 étoiles, c'est que je ne m'attendais pas à ce livre. Moi, je pensais que ça allait parler du fait que l'associatif est l'exploitation de bénévoles et d'un travail gratuit pour compenser des manquements de l'État, la plupart du temps. Et que du coup, les associations, ça tourne quand même quasiment que sur du travail gratuit ou du travail dissimulé. Sauf que ce n'est pas l'objet de ce livre. Ce livre parle des personnes qui sont salariées par des associations et qui du coup voient souvent leur droit du travail bafoué parce qu'on leur dit bah déjà t'as un métier sympa qui est un peu passion parce que c'est en raccord avec tes valeurs, et ensuite où il y a une frontière très trouble entre bénévolat et salariat. Donc en soi ce livre il est hyper intéressant, mais j'ai mis 3 étoiles parce qu'à l'époque je ne voulais pas du tout lire ça, du coup je suis moins rentrée dedans. Je pense que c'est un témoignage assez essentiel néanmoins et qui moi m'a fait vachement réfléchir dans ma manière d'envisager le salariat dans le bénévolat. De Sandrine Colette, j'ai lu 3 autres livres. D'abord Un vent de cendre qui parle d'un vignoble, d'une saison de vendange, dans les saisonniers qui viennent travailler sur ces vignes. L'une d'entre elles ressemble à s'y méprendre à l'ami de la personne qui gère cette vigne, qui l'a perdue dans un tragique accident de voiture il y a 10 ans. Il va se mettre en place toute une sorte de fascination autour de ça. C'est le livre de Sandrine Colette que j'ai le moins aimé. Je pense que l'univers m'a pas trop parlé, les personnages non plus. J'en ai pas un grand souvenir par rapport aux autres. Voilà, donc j'ai pas tellement plus de trucs à dire que ça. J'ai aussi lu 6 fourmis blanches qui, du coup, je me rends compte pourrait avoir 4 étoiles parce que je l'ai vachement plus aimé que Un vent de cendre. Ça raconte un groupe de personnes européennes qui veulent faire un trek en montagne dans un pays d'Europe de l'Est, enfin dans un endroit où il y a beaucoup de neige. Purée, la géographie et moi, c'est le récit de ce trek entre personnes pas du tout entraînées qui suivent un guide de montagne qui, hélas, va se trouver pris dans une tempête et perdu dans cette montagne. Et cette histoire est entrecoupée d'une autre histoire d'un sacrificateur, quelqu'un qui fait des sacrifices de chèvres pour bénir les mariages, les naissances, dans un petit village pareil d'Europe de l'Est où on suit le sacrificateur qui se retrouve à devoir former le petit-fils d'un homme qui est à la tête d'un village et qui a pas mal de puissance, bien que lui ne voit pas le don chez ce jeune, et cette histoire entrecoupée avec le trek qui se passe mal. Et c'est assez prenant, assez haletant, et on retrouve cette idée de nature hostile dans laquelle on prend des risques si on s'y engage.
J'ai aussi lu Il reste la poussière de Sandrine Colette. Ça raconte l'histoire d'un ranch. Là, c'est une famille détestable où personne ne s'aime. Tout le monde est affreux. C'est assez désagréable même à lire, leur relation entre elles. Ça parle du petit jeune qui est particulièrement maltraité par ses grands frères et par sa mère, qui un jour va essayer d'aller rechercher des chevaux de la famille qui se sont échappés. C'est une sorte de périple où il hésite à revenir ou pas, où il fait une rencontre intéressante. On va pas trop spoiler. J'ai moins aimé le cadre dans lequel ça se passe, et comme dit chez Sandrine Colette, le paysage autour de l'intrigue est un personnage à part entière, et du coup quand on rentre moins dedans, bah forcément on est moins accroché. Et ensuite je pense que la dureté des rapports familiaux m'a un peu refroidi. C'était peut-être un peu trop pour moi. Plus largement, l'intrigue ne m'a pas transcendée, je la trouvais un peu moins originale que dans ses autres livres. De Marianne Engel, j'ai lu Ours. C'est un roman hyper bizarre, des années 90 il me semble, et sur la couverture il y avait écrit que c'était du féminisme hyper subversif. Et effectivement, ça raconte l'histoire d'une bibliothécaire qui est envoyée sur une petite île pour faire un inventaire de tous les livres d'une maison où il y a eu un savant. Dans cette maison, il y a aussi un ours qui vit là. L'histoire raconte comment petit à petit il s'apprivoise avec l'ours. Le côté subversif, c'est que ça va jusqu'à des sentiments d'amour, des sentiments sexuels. Donc oui, spoiler alert, il y a de la zoophilie dans ce livre. Il faut se rappeler assez fréquemment que l'ours est une métaphore, mais quand même bizarre. Il m'a un peu déconcertée aussi, j'avoue. Je dois être trop puritaine. J'ai lu Le cœur des femmes d'Aude Mermillo, d'après Martin Wincker. C'est une bande dessinée qui suit l'internat d'une jeune docteure auprès d'un médecin gynécologue. Au début, elle a pas du tout envie de faire ça comme spécialité. Ça la saoule de ouf le temps que prend le gynécologue avec ses patientes pour faire bien les choses. Et petit à petit, elle comprend et elle se raccroche à cette cause de faire mieux, de plus croire les patientes, de les accompagner. C'est hyper important parce que ça nous raconte les droits qu'on peut avoir en tant que femme et personne sexisée lorsqu'on va dans des rendez-vous gynécologiques. Comment est-ce qu'on peut exiger d'être mieux traité? Bon ça, cette bande dessinée, elle est assez essentielle. De Timothée Osterman, j'ai lu L'artiste à mi-temps. Ça raconte un jeune artiste qui passe la moitié de son temps en étant surveillant dans un collège. Et un peu marrant, mais c'est pas transcendant non plus, et je vais pas en dire plus que ça. Dans la collection Sociorama, qui est une collection de bandes dessinées d'après des écrits de sociologues, j'ai lu Sous la blouse de Marion Mousse, d'après Emmanuel Zolesio. Ça raconte la place des femmes dans le milieu hospitalier, et notamment les femmes chirurgiennes. C'est un témoignage de plus du sexisme, même pas caché, du milieu médical, dont on entend de plus en plus parler. Vraiment des conditions de travail absolument horribles pour les femmes médecins, parce que c'est baigné dans un sexisme vraiment grossier et implacable. C'est quelque chose d'intéressant à lire. Le style de bande dessinée n'est pas incroyable, c'est un truc un peu lâché, qui n'est pas transcendant. Pareil, c'est intéressant, mais c'est pas très approfondi à mon goût, d'où les 3 étoiles. J'ai lu Justin de Gauthier, qui est un témoignage sur la transidentité d'un personnage, donc sur son parcours de transition. Je l'ai lu parce que c'est cité comme une référence dans les bandes dessinées qui parlent de transidentité. Du coup, j'étais curieuse. Je suis pas fan du style graphique. Je pense que l'histoire est intéressante, mais pareil, ça va pas très loin selon moi. Ça va être méchant, mais un peu superficiel, enfin qui aborde la transidentité de manière superficielle. Et en même temps, je comprends pourquoi ça doit être fait comme ça, probablement pour parler au plus grand nombre, pour pas faire peur, pour pas perdre les gens. Du coup, voilà, c'est une bonne BD, mais je pense que c'était pas pour moi forcément. De David Snug, j'ai lu La lutte pas très classe. C'est une collection d'illustrations où il y a un titre au-dessus de chaque illustration qui est quelque chose sans lutte des classes, c'est quelque chose. Donc typiquement, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Je sais pas, Philippe Poutou sans lutte des classes, c'est enfin des choses comme ça, donc c'est un peu drôle. Après, je suppose qu'elles ont dû être produites pour l'espace numérique. Personnellement, moi ça me questionne toujours un peu quand on fait des livres d'après de la BD faite pour Instagram, qui va vraiment normaliser la manière dont on construit son récit. Parfois ça marche, comme pour le livre Oracle de Xavier Louissou, parfois ça marche moins, ou en tout cas, c'est pas que ça marche moins, mais on se pose la question de la nécessité de faire un livre papier, surtout à une époque où il y a des pénuries de papier, où on a des enjeux d'écologie, et où à mon avis il faut vachement plus réfléchir à chaque fois qu'on sort un livre. Bon,
c'est un peu faux cul parce que j'achète plein de livres, machin et tout. Mais en tout cas, quand c'est un livre où clairement j'ai l'impression qu'on a juste imprimé un compte Instagram, j'ai un peu plus de mal. Et là, ça m'a un peu fait ça. Ceci dit, contre-argument de moi-même, je pense que je n'aurais jamais binge-readé un compte Instagram qui fait ses blagues comme ça en boucle. Je me serais dit, c'est un peu redondant. Alors que là, dans le livre, je me suis pas posé la question, j'ai tout lu. Donc peut-être qu'effectivement, le format livre se justifie. Je ne sais pas. En BD, j'ai aussi lu Grip de Lael Watsvind. C'est une BD très belle, mais il n'y a pas vraiment de narration, et moi ce que j'aime dans la bande dessinée c'est la narration. Bon, il se passe quand même des choses, mais c'est un peu libre d'interprétation, il n'y a pas du tout de texte. Je dis pas qu'il faut du texte dans la BD pour que ça soit bien, mais en fait là c'est plus un trip visuel qu'une histoire. Ce qui peut être super, mais c'est pas forcément ma came. Mais si vous aimez ça, vous allez trouver ça super. C'est de qualité dans ce genre-là. Je vous rappelle que mes notes, c'est mes notes et pas un truc objectif. C'est vraiment moi, comment j'ai reçu ce livre à ce moment T de ma vie. Sachant que ça se trouve, si je le relis dans 2 ans, je suis genre, 5 étoiles. Enfin, j'ai lu Astrologie de Liv Strömquist, qui est un livre, comme son nom l'indique, sur l'astrologie. Il faut savoir que moi, je suis pas fanat d'astrologie. Parfois, je trouve ça rigolo, mais j'ai une vraie question et j'aimerais bien, si vous connaissez un livre qui parle de ça, savoir pourquoi les personnes queer sont autant obsédées par l'astrologie et le tarot. Parce que moi, ça me questionne de ouf d'être dans une démarche où tu essayes de sortir de toutes les normes et tout d'un coup, tu retombes dans un imaginaire qui est hyper essentialisant. Ça me questionne de ouf de se dire tout d'un coup, assumez pas des trucs sur mon genre en fonction de comment je suis née, mais par contre, vous pouvez assumer mon caractère en fonction de où étaient les planètes quand je suis née. C'est assez étonnant. Ça a l'air hyper critique quand je dis ça, mais c'est juste vraiment questionnant. Je me demande qu'est-ce qui fait que de toutes les personnes queer ont un tel engouement pour l'astrologie, parce que dans ma tête, c'est un peu en contradiction. Et du coup, pour en revenir au livre de Liv Strömquist, j'ai pas adoré parce que je n'adore pas l'astrologie. Je suis pas fanat de cette autrice, mais elle a fait des livres avec un discours politique important. Là, pour moi, c'est vraiment ras des pâquerettes en termes d'analyse politique. Et je pense que c'est aussi parce que je suis très fermée à l'astrologie et que quand on me dit t'es comme ça parce que voilà, telle personne est comme ça parce qu'elle est poisson, ça m'énerve. Je suis contente de l'avoir lu parce que maintenant je sais que effectivement mon intuition était bonne. C'est pas un livre pour moi. Je serais curieuse de savoir si vous aimez l'astrologie et que vous êtes queer. Pourquoi? Expliquez-moi. Genre j'ai l'air jugeante, mais je suis trop prête à entendre que j'ai tort et à savoir ce qui plaît aux gens dans tout ça. Je suis hyper curieuse quoi. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Ensuite on passe aux 2 étoiles. Il faut vraiment se dire que c'est des livres que je n'ai pas aimés. En dessous de 2 étoiles, généralement c'est des livres que j'abandonne. D'ailleurs cette année j'ai abandonné énormément de livres en cours, ce qui m'arrive peu normalement. J'ai commencé plein de livres où je me suis dit j'aime pas et j'ai arrêté. Ceux-là je me suis acharnée. Le premier c'est Psychopompe d'Amélie Nothomb. Je me suis acharnée parce que c'est une lecture de 1 à 2 heures max. Bon déjà je crois qu'il est temps que j'admette que je n'aime plus Amélie Nothomb parce que je n'ai plus 14 ans. Pourquoi celui-là particulièrement je lui ai mis 2 étoiles? C'est parce que j'ai l'impression qu'elle tourne en rond. J'ai l'impression que ce qui est raconté dans ce livre, elle l'avait déjà raconté dans Métaphysique des tubes par exemple. C'est dur de dire ça, sachant qu'en fait ce que raconte ce livre c'est le viol qu'elle a subi quand elle était petite. C'est un peu sans cœur de dire ça m'a trop saoulée, je connais déjà l'histoire. Parce que là elle le dit vachement plus frontalement que dans Métaphysique des tubes, mais ça me donne de plus en plus l'impression qu'elle fait ses livres à la va-vite quoi. En fait elle s'est imposée une cadence de 1 livre par an qui fait que en fait la qualité elle est plus là depuis très très longtemps et je trouve ça assez pompeux en fait, son écriture c'est assez plat, bref trop méchant de dire ça vu le sujet du livre, mais en tout cas ouais je crois que c'est le dernier livre que je vais lire. Je vais essayer de m'arrêter dans ce rituel qui ne me fait pas plaisir en fait. Et le dernier livre dont je vais vous parler c'est Galère de Suzy Morgenstern. Faut se dire que c'était un moment où j'avais beaucoup de mal à lire. J'avais pas d'espace mental pour lire, mais ça me rendait extrêmement triste parce que dans ma vie il y a 2 choses qui sont assez essentielles et qui m'aident vachement dans ma santé mentale, c'est d'aller au cinéma voir des films et de lire des livres. Et j'ai été dans une phase assez longue où j'ai réussi à faire ni l'un ni l'autre. Tout d'un coup j'avais plus ces piliers de ma santé mentale on va dire, et du coup je me suis dit pourquoi pas baisser vraiment les exigences de lecture que j'ai, passer sur une écriture extrêmement simple, et c'est pas un jugement de valeur, lire des romans pour ados ou pour enfants, et en me disant le niveau de lecture il est forcément un peu plus accessible, c'est plus court, donc je vais y arriver. Et Suzy Morgenstern, c'est une autrice que j'adorais quand j'étais jeune. Et là, je me suis dit, ok, let's go lire ce livre. Et en fait, il m'a juste renforcée dans cette phase de déprime absolue parce que c'est un livre hyper court, mais j'ai dû mettre sérieusement 4 mois à le lire. J'arrivais pas à m'accrocher, et comme j'arrivais pas à m'accrocher, ça me déprimait de plus en plus de me dire j'arrive pas à lire même un livre pour enfants quoi. Donc là c'est le moment où c'est super, on va refaire une boucle avec ce que je vous disais au début, qui est que se forcer à lire,
Ça peut aussi rendre extrêmement malheureux. Faut peut-être éviter de le faire quand ça marche pas, ça marche pas. Et si vous n'arrivez pas à lire quelque chose, vous n'êtes pas bête. Tout ça, je le dis à moi, hein. Je me regarde dans l'écran retour quand je le dis. C'est pas grave de pas lire pendant des périodes, de pas réussir à me souvenir ce que j'ai lu la veille. Et même si c'est un livre censé être accessible, censé être pour les enfants, ce livre, si ça se trouve, il est super. C'est juste que je le lisais, le lendemain, j'avais oublié ce qui se passait. Du coup, j'arrivais pas à comprendre l'histoire, j'arrivais pas à rentrer dedans, c'était très bizarre. Je pense que c'est une notation qui note un moment de ma vie plutôt qu'un livre. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, franchement, vous êtes le sang. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a diverti. Peut-être que ça vous a donné envie de lire ou au contraire, ça a parlé de livres et maintenant vous vous dites bon bah pas besoin de les lire. Je sais pas si je suis influenceuse livre au point où vous vous dites vendredi 13 elle a lu le livre pour moi, ça me suffit, qu'elle m'en ait parlé pas très bien pendant 2 minutes. Je vous revois très vite j'espère pour d'autres vidéos qui seraient plutôt des vidéos de make-up. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez si ça vous fait plaisir, ne lisez pas si c'est une souffrance et je vous dis à bientôt. Bye!